Alors, ce sera de l'autre côté de la lorgnette. Et je pense que c'est totalement différent et que c'est très complémentaire. Donc même si dans l'apparence ça pourrait paraître divergent, en fait je pense que Mathieu et moi on a le même point de vue avec deux approches complémentaires. J'introduis un peu parce que là je reviens tout en bas, parce que moi je suis un plouc, un paysan breton d'une certaine manière, enfin je suis entrepreneur quoi, donc je ne sais que faire en fait. J'ai créé une entreprise il y a 15 ans dont le métier était le génie écologique, donc j'interviens sur les écosystèmes pour créer des zones d'accueil pour la faune, la flore, etc. J'ai quitté cette entreprise il y a un mois donc pour en fonder une nouvelle dont la finalité c'est juste la révolution, donc c'est beaucoup plus simple en fait. Elle s'appelle Rayzane, ça veut dire adaptation en breton, et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Je ne le fais pas tout seul non plus, parce que les révolutions tout seul, ça termine en général devant un poteau d'exécution ou en prison en général. Donc je ne suis pas idiot. J'ai pas mal, et je continue à militer au Centre des jeunes dirigeants, qui est un réseau d'entrepreneurs. Donc il y a quand même quelques entrepreneurs qui me challengent sur la faisabilité économique de mes élucubrations. Et je travaille beaucoup avec des agriculteurs en Bretagne. Donc la Bretagne est quand même une terre essentiellement agricole, avec des tensions très fortes en ce moment, parce que c'est une terre d'élevage, et aussi beaucoup d'entrepreneurs avec qui voilà, on échange et surtout on crée. Pour vous décrire un peu le monde tel que je le vois, c'est un bateau. Notre société d'aujourd'hui, c'est un bateau qui est un petit peu malmené par les flots, qui est un peu vieux, qui prend fuite un petit peu de partout. Et puis les gens se battent pour le maintenir à flot avec plein d'idées différentes. Alors on s'engueule, hein, c'est de la faute de bâbord, de tribord, du capitaine, de l'avant, de l'arrière, etc. Et ce bateau transporte du bois depuis longtemps, du bois vert de bonne qualité. Et en général, on a pris ce bois pour réparer la coque à chaque fois qu'il y avait de nouveau le contrainte qui se posait. Et là, le bois du bateau est trop vermoulu, et à chaque fois qu'on remet du bois vert dessus, en fait, ça ne marche pas, il faut mettre de plus en plus de bois. Et on met de plus en plus d'énergie à mettre à flot ce bateau, et on critique le bateau. Et je pense que c'est un bon bateau qui nous a amenés jusque-là, et même s'il a effectivement des critiques à lui faire, hein, sur tout ce qu'on a pu évoquer, sur le malaise de nos agriculteurs ou des pays du Sud, il nous permet en tout cas à nous d'être habillés chaudement, de manger à notre faim, d'avoir etc. Donc il ne s'agit pas de critiquer le bateau, il s'agit de savoir ce que l'on va faire de ce bateau. Et moi l'idée quand je parle de révolution, c'est de dire le bois qui est à bord, plutôt que de vouloir à tout prix vouloir réparer le bateau, est-ce qu'on ne peut pas construire un nouveau bateau tout en réparant un petit peu ce qu'il y a à côté, quoi. Et donc il faut changer de manière de penser, il faut vraiment changer le paradigme. Einstein disait « On ne résout pas les problèmes d'aujourd'hui avec le mode de pensée d'aujourd'hui, quand c'est le mode de pensée d'aujourd'hui qui entraîne les problèmes d'aujourd'hui. » Et l'autre manière de le dire, c'est que agir de la même manière et espérer un résultat différent, c'est de la folie. Donc il faut penser de manière différente. Alors sur cette affaire-là, je vais encore une fois vous décrire ce que je vis. Hein, je ne suis pas là pour donner des théories, mais ce qu'on expérimente sur le terrain. Et d'avoir effectivement une vision, c'est quoi que ce bateau ou cette vision qu'il faut avoir pour construire le nouveau bateau. En fait, c'est assez simple, parce qu'il y a quelque chose qui existe depuis quand même pas mal de temps sur Terre, et qui est la raison pour laquelle nous sommes là, ça s'appelle la vie. Ça fait 4 milliards d'années que ça existe, et depuis 4 milliards d'années, ça respecte un certain nombre de principes, qui sont la complémentarité, la coopération, l'adaptation, la relation entre les espèces, le service mutuel, la diversité. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'écosystème sans diversité. Depuis 4 milliards d'années, ça fonctionne et nous sommes issus de ce système-là. Pendant 200 000 ans, nous avons bénéficié de manière assez rustique. On cueillait, on chassait, on pêchait. Et puis un jour, on est sorti de la forêt, on a inventé l'agriculture, donc qui est bien le thème d'aujourd'hui. C'est les premières entreprises. Et on s'est associé avec les systèmes vivants pour les optimiser, pour avoir plus de sécurité, etc. Et en fait, c'est ça la vision que moi je vois, c'est celle de revenir dans les systèmes vivants, de repenser comme des êtres vivants. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul problème, qui n'est pas le réchauffement climatique ou les pénuries alimentaires, qui est que nous considérons que la technologie supplante le vivant. Nous avons quasiment déifié la technologie et la puissance de l'intelligence humaine en abandonnant l'humilité que nous devions avoir par rapport à ce qui nous apporte notre subsistance, pourtant depuis quand même 200 000 ans, quoi. Et ça s'appelle l'économie vivante. Et en fait, il y a deux types d'économie. Il y a l'économie financière, qui est d'ailleurs assez moderne. Ça fait 2-3 siècles que vraiment on l'a formalisé, ce qu'on appelle l'économie politique, et dont la finalité est la maximisation du profit et de la finance. Bon, je ne critique pas, je vous explique ce que eux disent. Et l'économie vivante, dont la finalité est la co-création de valeur avec les systèmes vivants. Toujours savoir qu'on ne fait rien tout seul, que l'homme ne crée rien par lui-même. Il est en co-création avec les systèmes vivants, par la production de biens et de services et la juste répartition de la valeur créée. Vous voyez, simplement, cette petite phrase de la juste répartition, c'est juste pour ramener une dimension morale à l'économie qu'elle n'a plus aujourd'hui, parce qu'on l'a supprimée.
S'il n'y a pas la justice, en fait, on peut faire ce que l'on veut, il y aura toujours des gens qui vont écraser les autres. Alors après, comment on fait? Je vais vous donner quelques pistes. Alors, il y a cette définition, et le deuxième point qui a été effectivement évoqué par Mathieu, qui est le principe de subsidiarité. C'est que moi, je suis en fait très libéral, j'aime la liberté, j'ai envie de faire ce que je veux, et j'ai pas envie qu'on me dise quoi faire, quoi. La subsidiarité, c'est de laisser aux acteurs du territoire la capacité d'agir. Par contre, il faut des règles et des lois pour les empêcher de faire n'importe quoi, et surtout d'aller écraser le voisin. Donc les lois sont faites pour réguler et éviter les excès, et pas pour dire ce que l'on doit faire. Dans l'agriculture, c'est pareil, il y a deux types d'agriculture. C'est pas le bio et le conventionnel. Les agriculteurs avec qui je bosse, moi je fais même pas la différence entre bio et conventionnel. Je leur demande de respecter les dynamiques des systèmes vivants et c'est pas forcément toujours blanc ou noir, quoi. Vous avez une agriculture, enfin c'est la finalité qui va définir l'agriculture. Vous avez une agriculture dont la finalité est vivrière, qui est celle du néolithique, hein, on veut se sécuriser et donc on produit pour nourrir. Je mets à part les vêtements, etc. Je reste sur l'alimentation, quoi. Et il y en a une deuxième, la raison pour laquelle on met en culture, elle est financière. Je décide de faire du blé parce que ça me permettra d'avoir plus d'argent dans un marché qui est mondial, etc. Vous voyez de quoi je veux parler exactement, quoi. L'articulation est véritablement là. Tant qu'on laisse l'agriculture financière décider des grands équilibres, hein, ce qui vient d'être évoqué, automatiquement, on aura toujours les mêmes conséquences. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller travailler sur la limitation des impacts. Je dis qu'il faut travailler vraiment sur les causes. Et donc, cette réflexion-là, la révolution, c'est ça. Parce que vous avez révolution, comme on est un peu bloqué en France, on voit toujours la révolution violente, etc. Mais le terme révolution, c'est le soleil, hein, la Terre autour du soleil, la première révolution. La Terre, elle fait le tour du soleil, elle revient au départ, mais quand elle revient à son point d'origine, elle n'est pas pareille. Il y a des gens qui sont morts, il y en a qui sont nés, il y a d'autres plantes qui sont venues. Donc la révolution, c'est pas du tout revenir à l'état initial. La révolution aujourd'hui, c'est revenir dans les écosystèmes. Nous sommes partis des écosystèmes, petit à petit nous les avons quittés, et là aujourd'hui on est juste complètement déconnectés, et revenir dans les écosystèmes. C'est ça la révolution, comme la révolution néolithique. Donc c'est pas du tout violent, et une révolution, ça veut dire changer les mentalités et ne pas rester dans les cases. Donc à chaque fois on me dit c'est pas possible, parce que dans le monde aujourd'hui c'est pas possible. Je lui dis par principe la révolution, je ne vais pas rester dans les cases. Alors je vais vous raconter cette histoire qu'on essaye d'écrire aujourd'hui. Encore une fois, nous, quand je dis nous, c'est voilà, des compagnons qui partagent cette vision et puis ces valeurs. Je commence par le blé noir. Vous savez qu'en Bretagne, on fait d'excellentes galettes de blé noir, mais il n'y a que 20% du blé noir qui vient de Bretagne. Alors, chinois, en ce moment, le chinois n'est plus intéressant parce qu'il est plus cher. Donc maintenant, c'est lituanien, polonais, mais ça va revenir, les Chinois, ils vont s'adapter. Et canadien. Les Canadiens, ça c'est marrant. Les autres, je veux bien, c'est les esclaves qui le fabriquent, donc c'est normal qu'il soit moins cher, mais canadien, quoi. Et puis on a commencé à bosser avec les agriculteurs, ils disent c'est pas possible, je peux pas le produire parce que ça me paye même pas le carburant pour le tracteur, quoi. Et puis la coopérative, ils ont rigolé, si écoutez, il y a une IGP, donc un truc très contrôlé, ça coûte 30% de plus que le marché normal, donc moi l'industriel qui me demandait d'avoir du blé noir pour ses usines, il me dit attends 30%, je peux pas, quoi. Et donc l'industriel en question, c'est une entreprise qui est sur les bords de la Rance, près de Saint-Malo. C'est une centaine de personnes à fabriquer des galettes. La maman a commencé il y a quelques décennies, puis ça s'est un peu grossi. Et ils ont besoin en gros de 1000 hectares de blé noir par an. Et ils cherchent désespérément à produire le blé noir en Bretagne et à côté. Et non, pas possible. La coopérative dit non monsieur, je ne peux pas, parce que je ne pourrai jamais le revendre, etc. On dit puisqu'ils ne peuvent pas, on va le faire. Les seules choses impossibles sont celles qu'on ne tente pas. Et donc, on a été voir les agriculteurs, et puis l'agriculteur, il a dit normalement, écoute, moi, c'est juste qu'il ne faut pas que je perde d'argent dessus, mais écoute, on s'en occupe. Tu le vends à combien, ton blé noir? Ok, c'est à temps. Après, j'ai été voir l'entreprise, j'ai dit, tu me l'achètes à combien, la farine? C'est à temps. Donc après, entre les deux, il a juste fallu que j'aille vérifier le prix du séchage, du transport, du moulin, etc. Ah, ça colle. On y arrive. Donc c'était théoriquement largement possible. Donc on dit, écoutez les gars, on y va. C'est parti, on fait 40 hectares cette année. Donc on les a récoltés il y a un mois. Bon, techniquement, il y a quelques problèmes, mais effectivement, ça avance. Alors pourquoi ce n'était pas possible avant? Donc je précise aussi qu'on n'a même pas fait de contrat parce qu'on était tellement en confiance qu'on s'est tapé dans la main et c'est parti. Et qu'aujourd'hui, on a des gens qui frappent à notre porte et que les 1000 hectares, si je les voulais, on les aurait. Mais on ne les aura pas tout de suite parce qu'on va être quand même très prudent. Alors pourquoi ça ne marchait pas? Mais c'est normal que ça ne marche pas. C'est normal tant qu'on continue à rester dans le même mode de pensée. Si n'importe lequel d'entre vous, et il faut bien faire attention, parce que critiquer les autres, on pourrait être dans la même situation, était salarié d'une coopérative et gérant de la filière blé noir, ou de la filière plutôt de l'approvisionnement, pas du blé noir, de l'approvisionnement. Vous êtes payé par la coopérative sur les règles du marché qui est de maximiser le profit de la coopérative. Si vous faites du blé, c'est 80 quintaux l'hectare à peu près,
Mais pour la coopérative, en même temps, c'est un produit qui est spéculatif, donc vous pouvez le stocker pendant 3 ans, le vendre au meilleur prix au moment où les cours sont les plus hauts, le vendre en Ukraine parce qu'ils l'achètent plus cher et ramener du blé un peu moins bonne qualité pour la France, des choses qui se passent, qui sont passées il n'y a pas longtemps, mais en même temps, vous vendez les semences, vous vendez l'engrais et vous vendez les produits phytosanitaires. Donc le résultat, et je parle bien de résultat et non pas de chiffre d'affaires, parce que je suis entrepreneur, le résultat, il va être de 100. Mais si je fais du blé noir, le problème du blé noir, c'est qu'il n'y a pas d'intrant. Ça pousse tout seul. Bah oui, c'est pour ça qu'on le mangeait en Bretagne avant, hein, parce que c'était sur des terres pauvres, pas d'engrais, pas de phytosanitaire, donc vous travaillez la terre, vous guérissez la terre avec ça. En plus, c'est plus ou moins mellifère, donc ça permet d'amener des pollinisateurs qui vont servir les cultures d'à côté, etc. Il faut juste semer, récolter, il n'y a pas de passage de tracteur toutes les 2 minutes, donc pas tellement de carbone dans tout ça, quoi. Et puis pour le paysage, c'est super beau. Vous avez, à mon avis, pas vu de blé noir, parce qu'on n'en voit plus, mais venez au mois de juillet, quand le blé noir fleurit en Bretagne, dans une zone touristique comme Saint-Malo, ça ramène du pognon à la ville. Tout le monde est content, sauf le système financier, qui lui décide, parce que c'est l'économie financière, comment faire. J'insiste un petit peu, mais vous voyez bien sur un exemple très simple, que en fait c'est très facile de changer les choses. Les Malouins étant descendants de corsaires, on va conquérir le monde en tant qu'entrepreneur en se disant on va se faire nos propres filières. Mais après, je vais voir des restaurants collectifs. Alors, je ne travaille pas sur les marchés publics parce que c'est beaucoup, beaucoup trop complexe pour les questions qui ont été évoquées, d'appel d'offres, etc. Mais la restauration collective, ce sont les restaurants d'entreprise. Et là, c'est énorme. Et eux, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Sauf que l'entrepreneur, il a intérêt à ce que ses ouvriers soient contents, ses employés soient contents. En plus, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ont des vraies valeurs, qui sont attachés à leur territoire et qui n'ont pas du tout envie que ça continue comme ça. Alors, écoutez les cocos, vous avez 800 personnes à nourrir tous les jours. À 800 personnes, je veux dire que ça en envoie de la nourriture. On se fait la même chose. Vous êtes capable de savoir avec votre restaurateur collectif de combien vous allez avoir besoin l'année prochaine. Faites-moi la liste de courses. Et après, moi, j'appelle « Oh, les agriculteurs, j'ai besoin de tant de tonnes de carottes, tant de tonnes de etc. etc. Le prix d'achat, c'est tant. Qui est d'accord ? Lui, il va faire ses calculs. Ça passe pas. Attention, il y a 2 contraintes. La qualité. On vous envoie des agronomes indépendants pour calculer la manière dont vous travaillez, le sol, etc., etc. Donc qualité du sol et qualité alimentaire. Deuxièmement, on vous envoie des écologues qui vont vérifier que vous êtes capable sur vos terres aussi de rendre service aux autres espèces dont nous avons besoin, donc nos camarades non humains, la faune, la flore, etc., etc. Mais comme de toute façon, il y a énormément d'économies, parce que ce qui part aujourd'hui dans le circuit financier, dans le modèle économique, est assez considérable. Donc par ces systèmes qui est un circuit court financier, c'est ça qui permet effectivement de dépenser un petit peu plus d'argent. Donc j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, sur ce qu'on appelle les paiements pour la maintenance des services écosystémiques. Et je rémunère l'agriculteur par le consommateur. Parce que ça, c'est sain. C'est pas par les impôts qu'on doit le faire, mais bien dans la qualité alimentaire, quoi. Alors pour l'instant, je dis pas que ça marche, c'est l'étape suivante. Mais j'ai quand même 2 boîtes de restauration collective qui m'ont dit « Ouais, ton truc, ça m'intéresse vachement parce que je pense qu'en plus, je dois pouvoir l'avoir un peu moins cher que sur les marchés internationaux. Et puis, je peux toujours me servir sur les marchés internationaux s'il y a vraiment une pénurie quelque part. » Vous voyez bien que je ne m'oppose à personne en disant ça, hein. Je suis entrepreneur, je fais de la concurrence au système. Moi, j'ai un concurrent, voilà, c'est Nestlé et Danone. Ils sont un peu plus gros que nous, mais enfin, c'est une entreprise, j'en suis une aussi, donc voilà, on y va, quoi. Donc ça, c'est la deuxième étape. On crée ensuite une marque qui s'appelle Vivaterre, pour Vie, Valeur et Territoire, qui est capable de vérifier la qualité sur toute la chaîne et sur toute la transformation. Troisième étape, on crée un outil type Amazon, mais territorial, où là, même les particuliers pourront faire des appels. Alors, ce ne sera pas livré dans la seconde, hein, mais faire des commandes. Système AMAP, dont on parlait tout à l'heure, où on garantit toujours à l'agriculteur que quand il produit, on est sûr qu'il va vendre par derrière à un prix qui est effectivement vérifié, quoi. L'outil informatique, il n'est pas du tout difficile à créer. On a des développeurs qui travaillent un petit peu là-dessus. Quatrième étape, le pare-feu financier territorial. Alors là, ça c'est la mention majeure qui nous permet de libérer. Alors je commence par la Bretagne, hein. C'est pour une raison simple, c'est qu'en fait il y a une prophétie qui dit que c'est la Bretagne qui va sauver le monde. Vous savez, j'y peux rien, c'est terre de Bretagne, c'est terre de légende. Alors bon, ça commence là-bas, mais ce sera duplicable par la suite ailleurs, quoi. Le pare-feu financier, c'est comme votre ordinateur. Vous n'avez pas envie qu'on vienne vous embêter pour vous dire quoi faire au milieu de votre ordinateur, etc. Eh ben, c'est pareil pour la finance. Mais sauf que moi j'ai besoin de la finance. Je vous dis, je suis entrepreneur. Quand je crée une entreprise, j'ai besoin de capital. Mais il suffit de mettre une bourse au-dessus de la Bretagne et puis de financer nos entreprises avec de l'argent qui vient sur place. On dit, ah, mais l'argent, attends, les Bretons, ils n'en ont pas assez. Ben non, on est riches quand même. 16 milliards, c'est l'économie des Bretons aujourd'hui, qui est dans le système des livrets A, qui est dans le système de la finance, peut-être éthique ou non, etc., etc. Donc l'argent est là.
Donc maintenant, je leur mets une bourse qui est une bourse tenue par des entrepreneurs, des gens qui ont des aventures en agri-écologie, mais aussi sur des choses beaucoup plus classiques, etc. Donc l'argent, si je que 10% de l'épargne des Bretons, je pense que je peux déjà envoyer un petit peu la sauce là. Et donc là-dessus, par contre, pour mettre l'argent dans la bourse, elle sert à 3 choses. Un, financer des entreprises de logistique, entreprises de transformation agroalimentaire, et puis après, il y a l'énergie, il y a tout ça qui viendra par derrière. Pour qu'une entreprise ait le droit de venir à la bourse, il y a un système qu'on appelle le rating. C'est un rating, mais c'est les 3 A, là, vous savez, comme on a la France, etc. Mais c'est la compatibilité avec les systèmes vivants qui est vérifiée. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille depuis déjà quelques temps. On vérifie simplement, non pas qu'il n'y ait pas d'impact, la notion d'impact n'a pas d'importance. Toutes les espèces vivantes ont des impacts les unes sur les autres, c'est le principe même de la vie, c'est l'impact et la relation. Donc ce n'est pas la question de l'impact, c'est la question du déséquilibre qui est vraiment important. Donc on vérifie, monsieur, non, on considère que l'impact que vous générez crée un déséquilibre qu'on n'accepte pas, donc allez à la bourse de New York, ils vous donneront de l'argent, il n'y a pas de problème. Nous, on ne vous le donne pas. Et ensuite, une bourse visqueuse. C'est-à-dire que la personne qui met de l'argent dedans n'a pas le droit de la retirer tout de suite, pas au bout de 3 nanosecondes, comme ça se passe aujourd'hui. Troisièmement, il n'y a pas de spéculation. La personne qui met de l'argent dedans, il y a un taux fixe qui est de 3% de rémunération du capital. Voilà. Et puis ensuite, avec cette bourse, on fait aussi des échanges de matières. Donc mes restaurants dont je parlais tout à l'heure, l'Amazon, etc., etc. Et troisième point, comme en principe il y a du RAB, on achète des terres sur un système de groupements fonciers agricoles. C'est le fonds assurantiel de la bourse et qui permet de résoudre le problème que l'on a. Empêcher les Chinois d'acheter nos terres, ça ne me semble pas tellement facile. Acheter les terres à leur place avec de l'argent qui est disponible, ça me semble beaucoup plus réaliste. 6e étape, eh bien, moi aussi j'aime beaucoup l'EMC, à partir du moment où l'OMC est à mon service. Donc on pique l'OMC à la finance. Parce qu'une fois qu'on a fait le pare-feu financier en Bretagne, après on le fait en Vendée, en Alsace, en Auvergne, après ça va se répandre à droite à gauche, et puis après on va en Afrique, parce qu'il ne faut pas effectivement les oublier. Et puis bon, à partir de ce moment-là, l'OMC qui est un très bel outil, très mal utilisé, mais qui est un très bel outil sinon. Et voilà, donc pour conclure, est-ce que c'est une utopie ? Écoutez, de toute façon, moi je joue au rugby en ce moment. En face de moi, il y a un système d'économie financière qui veut marquer des essais chez moi, et moi je vais aller marquer des essais chez eux. Donc que je me prenne des pains, sinon c'est pas rigolo de jouer au rugby de toute façon. On va en remettre aussi quelques-uns, mais on ne se pose pas la question si c'est utopique ou pas. Dans un mois, on va affronter les All Blacks au Stade de France. Aujourd'hui, c'est impossible, mais il faut quand même y aller en voulant gagner, quoi. Donc voilà, donc ce n'est pas une utopie, c'est une détermination. Il n'y a pas de révolution sans détermination. Tous ceux qui ont fait des révolutions, à un moment ou d'autre, c'est là que l'on va, et on va y aller. Et de toute façon, même si ça ne marche pas, mais je m'amuse tellement, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je suis avec des gens vachement sympas, on a les mêmes visions, on partage les valeurs humaines, et ça c'est essentiel. La question de la loyauté, de la fidélité, du courage, la question de l'honneur qui est déterminante. Il n'y aura pas de travail sur l'écologie et le bien commun si on ne revient pas à des questions comme l'honneur, comme la morale, comme la loyauté, etc. On parle de bien commun, quoi. Donc voilà, simplement, c'est comme ça que ça marche. Et pour reprendre la question du lait tout à l'heure, les gens en face, ils nous ont amenés à consommer du lait avec des outils marketing, à nous endoctriner avec ça, quoi. On dit « Ah, monsieur, vous voyez, ils sont méchants, ils nous ont amenés à boire du lait. » Alors c'est nous qui le buvons, mais d'un autre côté, on peut très bien faire des outils marketing exactement de la même manière, avec les mêmes outils. Donc voilà, donc moi je suis très optimiste pour l'avenir. Ça se passe bien, en tout cas plus ça va, plus je vois que ça avance. Et la vie, c'est un chemin vers l'avenir. Et donc vive la vie, on mise sur la vie et tout est gagné.